peut-être qu'il y en a qui étaient là, mais c'était le sujet d'un autre de mes talks. Le moteur JavaScript, c'est le truc qui exécute le JavaScript pour de vrai. C'est-à-dire, c'est le truc qui lit du JavaScript et qui va émettre des instructions pour votre CPU pour exécuter du coup le code pour de vrai. Donc c'est beaucoup plus compliqué que les runtime. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y en a 4, 5 qui se tirent la bourre avec V8 qui est en tête, c'est celui de Chromium, SpiderMonkey, celui de Firefox, JavaScript Core, celui de Safari, dont on va parler aujourd'hui, et Chakra, qui était celui de Microsoft, qu'ils ont abandonné. Tellement c'est dur. Alors, un nouveau runtime, est-ce que ça n'a pas plus morcelé l'écosystème? Donc là, je vous ai mis tous les logos des runtimes qui existent. Alors, ils n'ont pas tous là. Par exemple, j'ai pas mis celui d'Alibaba, mais Amazon, ils ont leur, Vercel ont leur, Deno, Cloudflare, Node, Bun, Winter.js. Donc voilà, il y a plein de runtimes qui existent. Donc, c'est les runtimes qui exécutent du code JavaScript côté serveur. Je ne parle pas des runtimes qui sont côté navigateur. Donc, est-ce que ça n'a pas morcelé l'écosystème? Alors, où il en est aujourd'hui notre écosystème? Donc juste, Node.js, ça fait quand même 14 ans. Donc 14 ans, c'est long. En 14 ans, on est vraiment passé d'une mentalité un peu de hacker, en mode, waouh, on peut exécuter du JavaScript côté serveur, incroyable. Le premier talk, c'était la folie. Et aujourd'hui, sur quelque chose de beaucoup plus industriel, avec un écosystème de package, avec des runners de test, avec des bundlers qui n'en finissent pas de se complexifier, avec des watchers. Enfin, il y a tout un ensemble d'outils autour de cet écosystème qui est venu compléter la toolchain, parce qu'on a besoin de faire plein de trucs beaucoup plus compliqués et que écrire des scripts bash de 500 lignes, au bout d'un moment, ça suffit, on en a marre. Donc, quelques symptômes de cet écosystème qui s'est complexifié. Donc ça, c'est un de mes préférés, c'est les fichiers de configuration. Donc voilà, il y en a des tonnes, quoi. Ça, c'est, je les ai même pas tous mis, hein, mais ça, par exemple, sur un projet qu'on a au boulot, assez complexe. Ça, heureusement, on en sort enfin. Ça, c'est une config Webpack pour ceux qui connaissent. Donc ça, c'est pareil, ça, c'est vraiment horrible. En gros, si vous n'avez pas un diplôme en Webpack, vous êtes foutu, quoi. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait des packages NPM qui étaient juste là pour configurer Webpack. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez compliqué. Et puis ça c'est le truc de ces dernières années, c'est les erreurs entre les modules ESM et les modules CJS. Bah oui, parce que l'écosystème JavaScript a décidé de se séparer en deux, quasiment, qui nous offre plein d'erreurs comme ça, qui sont toujours très chiantes à débugger. Il y a des configurations à switcher dans un sens, puis dans l'autre, puis dans un sens, puis dans l'autre. Donc voilà. Donc, on a eu une première tentative de sortie de tous ces problèmes de l'écosystème Node.js avec Deno, qui a été lancé par le créateur de Node.js, dans un talk où il s'est excusé d'avoir créé Node.js. Bref, assez bizarre le type. Donc Deno, c'est quoi? C'est un package manager, un support TypeScript, il supporte les API de Node.js aussi, plutôt pas mal, un test runner et un linter. On a plusieurs problèmes avec ces fonctionnalités. Déjà, le package manager, il ne supporte pas l'écosystème actuel. Donc, il ne supportait pas, en tout cas, package.json et NPM au début. Alors, aujourd'hui, c'est un peu mieux, mais ce n'est pas toujours pas ça. Donc, voilà, clairement, ça morcelle l'écosystème énormément parce qu'on ne peut pas tout utiliser sur Deno. Il y a une compatibilité partielle avec les API de Node.js. Bon, là, je ne leur en veux pas, c'est très compliqué de tout implémenter en même temps. Et puis, on a toujours besoin d'un bundler. Et surtout, on ne peut plus exécuter les modules CJS. Donc, c'est les modules JavaScript standard. Vous savez, quand on fait require, ça ne marche plus avec Deno. Jamais. Donc, c'est très compliqué, quand on a des bases de code existantes, d'utiliser Deno. Donc, le nouveau runtime qui est arrivé, c'est Bun. Ils sont arrivés, enfin, il est arrivé, parce que le mec est tout seul, on va voir. Hein. Il a dit, regardez, moi, je vais vous sauver, je vais vous unifier toutes vos toolchains. Et en plus, ça va être super rapide. Alors, on va voir un peu qu'est-ce que c'est Bun. Donc Bun, c'est un runtime JavaScript backend, donc qui permet d'interagir avec le système de fichiers, avec le réseau, avec l'operating system de l'autre. Mais c'est aussi toute une toolchain, dont on verra un peu plus les détails après. Bun, c'est écrit en Zig. Alors ça, c'est du Zig. Voilà, si vous ne connaissez pas, c'est normal, personne ne connaît. Il n'y a aucun projet en Zig à part Bun, presque. Donc c'est un choix intéressant. C'est un langage qui se veut en tant que remplaçant du C, comme tous les nouveaux langages qui sortent. Et personne ne remplace le C. Du coup, ils veulent un truc assez simple, où on va gérer la mémoire d'une manière un peu plus maligne. On a des trucs comme des variables qui sont vraiment const, hein, c'est pas comme les faux const de JavaScript. On a des choses ici qui nous permettent d'exécuter du code à la fin d'un bloc, comme si vous aviez du code dans un finally dans JavaScript. Puis des structures comme ça, qui ressemblent vachement à du Ruby, pour ceux qui ont fait du Ruby. Donc voilà, bref. En tout cas, Zig c'est compilé, donc c'est rapide. Par contre, Zig c'est en V0. Donc pour l'instant, il n'y a pas de version stable. Devrait vous mettre la puce à l'oreille. Deuxième chose,
Bun utilise JavaScript Core. Donc JavaScript Core, c'est le moteur JavaScript, hein, on ne confond pas avec le runtime, qui est utilisé par Bun, comme V8 est utilisé par Node.js par exemple. Donc c'est le moteur JavaScript de WebKit, de Safari, donc il fonctionne très bien, hein, Safari ça fonctionne très bien. J'ai quand même mis un truc important, c'est qu'il a la compilation just in time, donc je ne vais pas revenir dans les détails, mais en gros ça fait que c'est rapide. Et aujourd'hui, tous les moteurs qui exécutent en langage devraient avoir ça. C'est pas le cas pour PHP, ou en tout cas il n'est pas très bien. Python c'est pareil, il galère, Ruby galère. En gros il n'y a vraiment que le JavaScript, le Java et le Go qui ont réussi à faire des trucs pas mal. Le Go c'est peut-être une bêtise. Donc si on compare un peu JavaScript Core et V8. Donc je compare juste avec V8, je compare pas avec les autres parce que V8 c'est vraiment la référence du marché pour exécuter du JavaScript. C'est celui qui exécute dans Chrome, donc dans toutes les variantes de Chrome, hein, avec Chromium, avec Arc, Brave, etc. Même Edge maintenant. Et JavaScript Core du coup, qui est celui de Safari. Donc Safari, dans JavaScript Core, Apple, ils ont fait des choix techniques un peu différents. Ils se sont dit, on va privilégier ce qui nous apporte du business, c'est-à-dire vendre des iPhones. Donc en gros, JavaScript Core fonctionne très bien sur les terminaux mobiles. Il y a un temps de démarrage du JavaScript qui est beaucoup plus bas qu'avec V8 par exemple. Et ils ont aussi beaucoup optimisé l'utilisation de la mémoire. Moins de mémoire, ça veut dire moins de batterie qui est utilisée. Donc c'est très bien pour les terminaux mobiles. De l'autre côté, sur V8, ils ont fait des choix différents. Alors, même si c'est aussi dans les navigateurs, V8, c'est surtout beaucoup utilisé aujourd'hui dans Node.js, donc ils ont fait plutôt le choix d'avoir une vitesse d'exécution du JavaScript qui est meilleure, bien meilleure. Il y a beaucoup de features qu'il n'y a pas dans JavaScript Core, hein. Typiquement, alors moi je ne connais pas tout en détail, parce que c'est très gros, V8, c'est un projet énorme, mais typiquement toute la partie débugage, elle est vraiment super bien faite. Ceux qui ont déjà utilisé le Chrome DevTool Protocol, etc. Donc voilà, tout ça c'est V8 qui gère. Et donc ça permet d'avoir une introspection assez poussée sur le code. Et donc ça, c'est vraiment des outils qui sont super pour les développeurs. Puis V8, c'est quand même quelque chose qui est mature. Enfin, voilà, ça fait presque 15 ans que ça existe. Il y a des centaines de millions d'heures de production de V8 dans Node.js, dans les navigateurs Chrome. Il y a des bug bounty, voilà, il y a tout un ensemble de choses qui fait qu'aujourd'hui, V8, c'est un produit mature dans lequel l'industrie a beaucoup de confiance. Bon, revenons un peu à Bun. Alors, ici, on va essayer maintenant de comprendre un peu la gouvernance et l'écosystème autour de Bun. Donc déjà, Bun, premier commit, c'était il y a 3 ans, avril 2021 exactement. Ensuite, ils ont fait une série de tweets, enfin le fondateur a fait une série de tweets sur les performances, ça a bien hypé tout le monde, et du coup il a levé 7 millions. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire si vous voulez lever 7 millions. Donc il a pu prendre une équipe, etc. Puis on a une première version en septembre 2023. Donc voilà, c'est à peu près à cette période-là que je me suis dit que c'était intéressant de commencer à l'utiliser, voir ce que ça donne, et que j'ai commencé à avoir l'idée de faire ce talk aussi. Donc voilà, et puis depuis, il s'est passé quasiment 7 mois, et aujourd'hui on est en avril 2021, et lundi dernier, pendant que je faisais le talk, ils ont sorti la version 1.1, donc j'ai dû me remettre à jour, changer les slides, etc. Et voilà, donc aujourd'hui on est en version 1.1 en avril 2024. Alors, il y a une chose que moi j'aime bien regarder quand je décide d'utiliser un projet, donc que ce soit une librairie, que ce soit un outil, n'importe quoi, il faut toujours se poser la question de la chaîne d'approvisionnement. Est-ce que cette nouvelle chose que je vais utiliser, elle ne va pas m'encombrer plus tard dans mes développements? Typiquement, là on parlait de Next et du AppRouter qui était instable, ce genre de choses. C'est pareil, si je commence à utiliser un outil, une librairie, j'aimerais comprendre si, entre guillemets, elle ne va pas me claquer entre les pattes, parce que moi, mon projet dans ma boîte, je vais devoir le maintenir pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, enfin voilà, un projet informatique, ça finit pas, quoi. Donc, sur un repo GitHub, donc qu'est-ce qu'on regarde? Alors surtout pas les stars, ça c'est le hype métrique, ça veut rien dire les stars. Ce qu'il faut aller regarder, c'est dans les insights. Donc dans les insights, moi j'adore regarder ça, c'est les contributeurs. Donc là, je ne les ai pas tous mis, hein, il y en a plus, mais en gros, c'est le nombre de contributions. Et donc là, on voit qu'il y a quelque chose de très déséquilibré. On voit que Jared Sumner, il a fait quasiment toutes les contributions sur le projet. Donc là, vous ne voyez pas, il y a 3 millions de lignes. Le deuxième contributeur, il en a 250 000. Donc ça veut dire que Jared Sumner a écrit 10 fois plus de code que le deuxième contributeur. Et en fait, il a écrit 10 fois plus de code que tous les autres contributeurs réunis. Et cette tendance, donc là, je ne l'ai pas mis, mais cette tendance, elle se suit même dans les 6 derniers mois. Donc là, on ne voit pas non plus. Sur les 6 derniers mois, il y a eu 10 contributeurs qui ont fait des contributions significatives. Donc moi, je mets la barrière à 30 commits.
Donc voilà, donc tout ça, ça nous dit que si j'arrête Sumner demain, il en a marre de faire Bun, bah, a priori, il n'y a personne qui va le faire à sa place, quoi. Donc soit il en a marre, soit pas de chance, il a un problème de santé ou quelque chose. Voilà, c'est le bus factor, quelque chose que vous avez tous déjà entendu parler dans vos entreprises peut-être. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de faire reposer toute mon infrastructure sur un mec qui est tout seul dans son garage? Bon, il a 7 millions, mais il est quand même tout seul, en gros. Deuxième chose que j'aime bien regarder, c'est en quel langage c'est écrit. Alors quand c'est des librairies JavaScript, souvent c'est très simple parce que c'est en JavaScript ou en TypeScript. Là on est sur des runtime. Donc ici c'est les langages utilisés dans Bun. Donc on a 60% de Zig, 23% de C++, donc le C++ en fait on le trouve partout, hein, il n'a pas disparu, et surtout du JavaScript et du TypeScript. Donc ça, qu'est-ce que ça me dit? Donc ça me dit que le truc doit être performant, d'accord, vu que c'est que des langages compilés majoritairement. Donc ok, les performances c'est cool. Par contre, la barrière à l'entrée, ça c'est pas cool, parce que moi je sais pas faire de Zig. Là je pense que personne sait faire de Zig. Et si j'avais envie d'apprendre le Zig, ça me mettrait quand même quelques semaines avant de commencer à être prolifique sur ce langage. Pour la petite histoire, en septembre, j'avais essayé d'implémenter un des matchers qui manquait. Je me suis dit, ouais, ça doit pas être trop compliqué. Et je suis allé dans le code, c'était super difficile, donc il fallait le faire en Zig, et puis après le wrapper en C++ et l'exposer dans le JavaScript. Pour la petite histoire, ici, on peut regarder les langages de deux autres runtime, donc de Node et Deno. Typiquement, sur Node, alors c'est pas super simple de contribuer sur Node, mais c'est quand même beaucoup plus facile de contribuer sur Node. J'ai déjà réussi à faire des choses. Bon, ils accompagnent les contributeurs, etc. Mais vu qu'on reste dans du JavaScript surtout et bon, il y a quand même du C++, mais on reste quand même dans beaucoup de JavaScript, donc c'est beaucoup plus simple de contribuer, de débugger, etc. Et Deno, Deno c'est du Rust majoritairement. Eux, ils n'ont pas de C++. Ensuite, c'est du JavaScript et du TypeScript. Pour la petite histoire, au début, Deno, c'était que du TypeScript avec du Rust. Puis au bout d'un moment, ils ont compris que c'était très compliqué de maintenir les types TypeScript dans un projet aussi gros. Et du coup, ils ont arrêté de faire du TypeScript pour certaines parties. Ils ont fait du JavaScript. Alors, bon, maintenant qu'on a un peu posé les bases, enfin, on a même beaucoup posé les bases de Bun, et ce qu'on a dedans, je vais vous parler quand même des features, parce que c'est pour ça que vous êtes là, j'imagine. Les features hype de Bun. Alors, première chose que moi j'adore, c'est vraiment que Bun, ça fonctionne, quoi. Tu peux exécuter n'importe quel type de JavaScript, du JS simple, du CJS, du ESM, du TypeScript, du top level await, n'importe quoi, sans toucher la config, et ça marche. Alors là, ça paraît rien, mais ça, il n'y a aucun runtime qui est capable de le faire. Aucun runtime qui est capable d'exécuter tous ces fichiers sans switcher de configuration, etc. Donc rien que ça, franchement, pour moi, c'était un exploit. Deuxième chose, c'est que c'est super rapide. Alors ça, c'est un script que je lance sur ma grosse code base au boulot. Quand je le lance avec TSX, le temps qu'il fasse tous les imports et qu'il enlève tout le TypeScript, ça lui prend 2 secondes 30. Donc le script ne fait rien d'autre que se lancer, hein. Avec Bun, ça prend même pas une seconde, parce que encore une fois, il est beaucoup plus rapide parce que c'est du code compilé qui va traiter toute votre base de code et pas du code JavaScript. C'est quand même assez agréable quand on lance des scripts assez souvent. C'est agréable que ça se lance de façon instantanée. Ensuite, c'est un package manager, donc ça c'est super parce que je ne sais pas si vous avez déjà utilisé autre chose que NPM, mais typiquement, il y a quelque chose que je déteste, c'est Yarn, où Yarn c'est add et NPM c'est install. Bun, ils se sont dit, les deux ça marche. Si tu fais Bun add, ça marche. Bun install, ça marche. Alors que par exemple, Yarn, si tu lui dis Yarn install, il te dit, ah non, tu peux pas utiliser Yarn install, tu dois utiliser Yarn add. Donc bref, je déteste ce genre de choses. Le principe de moindre surprise, moi, c'est ce que je préfère. Donc là, tout fonctionne, Bun init. Toutes les commandes sont mappées npm yarn. Donc vraiment, vous pouvez y aller. Enfin, peut-être pas toutes, mais en tout cas, ça fonctionne pour la majorité de ce que j'ai eu à faire, pour tout ce que j'ai eu à faire. Ça supporte le package.json, malin. Ça supporte les node modules, malin. Ça supporte même les workspaces, malin. Donc en gros, il supporte toutes les features de votre package manager. C'est presque un drop-in replacement pour PNPM, pour Yarn, NPM, etc. Et pourquoi remplacer? Encore une fois, ici, c'est que la vitesse d'installation, franchement, il n'y a rien à voir. Donc là, c'est avec du cache, hein. Il ne fait pas les appels au réseau pour télécharger. Les autres package managers non plus. Mais rien que sur l'installation de dépendances qui ont déjà été téléchargées, donc c'est-à-dire que la résolution de paquets, l'écriture du log file, la copie des fichiers, etc., tout ça, ça se fait en Zig, et du coup, c'est instantané. Là, ça met 0,3 secondes, alors qu'avec PNPM, qui est aujourd'hui le plus rapide du marché, on est à 6 secondes. Donc ça, c'est pareil, c'est du confort. C'est du confort quand on bosse tous les jours, on a envie que les choses aillent vite. Ensuite, les tests, ça c'est l'autre chose que j'aime beaucoup. Alors c'est surtout parce que je déteste Jest, donc je trouve que Jest fait beaucoup trop de choses et qu'il est très lourd.
Par exemple, Jest spawn des worker threads et après, entre les worker threads, il communique avec des post-messages, ce qui l'empêche d'envoyer des objets qui ont des fonctions. Enfin bref, il y a plein de limitations comme ça qui m'empêchent de travailler correctement. Donc Bun, ce qu'ils se sont dit, ils sont dit qu'ils allaient faire un test runner et ils allaient juste reprendre la même API que Jest. Donc là, vraiment, c'est quasiment du drop-in replacement. Vous avez juste besoin de require les bons imports depuis Bun test et ensuite votre suite de tests Jest actuelle continuera à fonctionner avec du snapshot testing, du dump testing, du code coverage. Et en plus, ils ont même exposé un objet Jest, ce qui va vous permettre de créer vos spies, vos mocks, etc. Donc là, encore une fois, c'est assez cool d'utiliser Bun pour run les tests parce que, encore une fois, c'est ultra rapide. Jest, c'est très lent parce que Jest ne gère pas le TypeScript, donc il se base sur d'autres choses comme Babel, l'enfer, pour transpiler le TypeScript, donc c'est assez lent. J'ai gardé la catchphrase parce que je trouvais sympa. Voilà. Encore une autre feature, il crée des bundles JavaScript. Alors, moi, je suis vraiment plus back-end pour le coup, et c'est vrai que le monde JavaScript front-end avec la complexité des bundles, ça me fascine. Et après, je comprends qu'on en ait besoin, mais ça me fascine à quel point c'est complexe. Je déteste ça. Mais en gros, Bun peut aussi bundler votre code JavaScript. Donc, moi, personnellement, je ne l'ai pas testé pour du front-end. Je laisserai peut-être Eric tester avec son application de surveille pour Next. Par contre, on peut lancer Next, on peut tout lancer. Mais moi, par contre, je peux bundle mon code Node.js. Donc mon code backend, je le bundle, enfin mon code JavaScript backend, je le bundle, ça me fait un seul fichier, j'ai rien besoin de configurer, c'est quasiment instantané, et après je déploie ce fichier sur un serveur en production et ça fonctionne, quoi. Donc ça c'est vraiment, pareil, un grand confort d'utilisation parce que même en backend, j'avais besoin avant de configurer des trucs, configurer des ES-build, configurer des choses, etc. D'ailleurs, ils ont repris l'API de ES-build. Alors ceux qui ne connaissent pas, c'est le bundler le plus populaire en ce moment, en 2024. Ça changera peut-être après, on verra. Mais en tout cas, ils ont repris leur API. Du coup, vous n'êtes pas trop perdu si vous connaissez ES-build. On peut build du coup du Node.js, du web ou du bund. On verra un peu c'est quoi les différences. Et ça fait tous les trucs qu'on attend d'un bundler. Source map, splitting, tree checking, etc. Donc ceux qui ne connaissent pas ces termes, tant mieux pour vous. Et ici, encore une fois, l'argument, c'est la vitesse. Alors même si ES-Build commence à être bien fait, en 14 ans de bundler, on commence à avoir des trucs corrects. Donc ES-Build était déjà assez rapide. Mais voilà, quitte à avoir Bun, autant avoir un seul outil qui fait toute la toolchain. Quelques trucs pour la developer experience, ça gère les points env directement, plus besoin de package. On peut importer du JSON. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour un shell cross-platform. Bon, je ne sais pas si c'est vraiment utile, mais je l'ai mis. C'était dans la V1.1. Il y a des supports natifs de certaines choses comme SQLite, WebSocket, du password hashing. Enfin bref, il y a pas mal de goodies. Par contre, il y a plein de goodies qui ne fonctionnent pas avec Node.js. Donc en gros, ça ne sert à rien pour la prod, quoi. A priori, ça peut être bundle par bun, et il y a des remplacements, mais honnêtement, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de me risquer dans ce genre de choses. Donc ça, c'est un peu la dernière partie dont je voulais qu'on parle, c'est que Bun, pour moi, c'est pas production ready. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Production ready, pour moi, il y a deux volets à voir, hein. Il y a en phase de développement, en tant que toolchain sur vos postes, vous, les devs, et sur un serveur, quand il y a une vraie application qui tourne sur un serveur et qui sert les requêtes des utilisateurs. Pour moi, pour ces deux phases, Bun n'est pas encore production ready, et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors première chose, ça c'est un bug qui existe depuis longtemps. Vous voyez, en septembre 2023, il a été ouvert en septembre 2023, et je l'ai eu plusieurs fois. Des fois, les promises, elles ne résolvent pas, et l'application se crache. Voilà. Il n'y a rien, aucun message d'erreur, pas de stack trace. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très chiant. Et c'est ce qui me fait que souvent je repasse sur TSX pour exécuter mes scripts parce que j'ai ce genre de problème. Donc bon, ils essayent d'investiguer, ils essayent de résoudre, mais il y a encore des crashs comme ça qui sont vraiment mystiques et ça rassure pas énormément sur le runtime parce que du coup on sait jamais si est-ce que c'est moi qui ai fait un problème, est-ce que c'est le runtime qui bug. Non, c'est pas le genre de question qu'on devrait se poser. Il n'y a pas un support de Node complet. Bon, alors ça, je ne peux pas trop leur en vouloir, hein, parce que Node, c'est compliqué. Mais par contre, il y a quand même des choses un peu chiantes sur les async hooks, donc vous ne connaissez pas forcément trop, mais en gros, ça permet entre autres de faire pas mal d'observabilité sur les promises en Node. C'est vraiment pratique, donc c'est dommage que ce ne soit pas correctement implémenté.
Et bref, l'inspecteur aussi, on parlait de débugage tout à l'heure. Moi, en tant que développeur, j'aime bien pouvoir débugger correctement mon code, parce que c'est quand même l'étape la plus chiante, et donc autant qu'elle soit facilitée le plus possible. Et puis, bon, ça, c'est un ami qui me l'a fait remarquer il n'y a pas longtemps. Ils avaient un problème sur l'event loop aussi. Donc l'event loop, c'est le truc qui gère l'exécution des promises, des callbacks, etc. dans un moteur JavaScript. Il faut savoir que ça ne fait pas partie de la spec. Et donc chaque moteur a une implémentation un peu différente de son event loop, avec pas forcément le même ordre pour exécuter les tâches, les micro-tâches, les promesses, etc. Et du coup, il se trouve que celle de Bun n'a pas le même ordre d'exécution que celle de Node.js. Et du coup, ça cause des problèmes dans des edge cases particulièrement chiants à débugger. Parce que si vous êtes en train de jouer avec l'event loop, c'est que vous êtes déjà dans un truc chiant. Alors quand vous avez un bug comme ça, ça vous prend la tête. Donc pareil, ça c'est des problèmes assez graves. Mais pour moi, les deux vraies raisons qui font... donc ça c'est des problèmes qui pouvaient concerner et le développement et la production. Là, c'est plutôt un problème qui concerne surtout le développement, la production. Euh, Bun, c'est tout nouveau. Et il lui manque deux choses. Il lui manque de la sécurité, c'est-à-dire que sur V8 et Node.js, on a des millions d'heures de production par des centaines de milliers de personnes qui ont lancé des programmes. Et du coup, les failles ont été trouvées. Il y a un programme de bug bounty. Google paye rubis sur l'ongle pour les bugs d'ailleurs, dans V8, pas forcément dans Node. Et il y a aussi tout un côté sur la stabilité, toujours pareil, vu qu'il y a beaucoup d'utilisation et que que Node.js est un programme est un runtime mature. Et on est plus en sécurité quand on va l'utiliser dans un environnement de production. Et aujourd'hui, Bun, pour qu'il rattrape Node.js sur ces deux points, il faudrait que tout le monde se mette à utiliser Bun pendant des millions d'heures de production. Et clairement, c'est pas prêt d'arriver parce que vu que c'est pas mature, j'ai pas envie de l'utiliser. Et puis si j'ai pas envie de l'utiliser, ça deviendra jamais mature. Et du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et je pense que Bun n'arrivera jamais dans la production comme Node.js l'est dans la production. Donc voilà, s'il y a bien une chose sur laquelle j'aimerais conclure, donc ce talk c'était pour démystifier un peu Bun, au-delà de la hype, de la performance et des tweets, etc. Je trouve que l'outil est super. Personnellement, je l'utilise dès que je peux, mais uniquement en développement. Jamais je mettrai une prod sur Bun, enfin c'est vraiment trop risqué. Je l'utilise en développement personnellement, c'est-à-dire que je ne le force pas pour mon équipe, parce qu'aujourd'hui, pour les problèmes que j'ai montrés sur les promises et d'autres choses, c'est vrai que c'est encore assez expérimental, donc c'est un truc en V1.1 qui est sorti en V1 il y a un an, sur un langage qui est en expérimental V0, enfin voilà, il y a plein de red flags, quoi. Un seul mec qui le développe. Donc je me vois pas tout passer dessus, mais ça m'aide quand même sur mes projets perso, j'essaie d'utiliser que ça. Et puis sur mes projets au bureau, je lance mes scripts avec, j'installe mes packages avec, puis voilà, majoritairement ça. Et pour la production, je pense qu'il faut rester sur Node.js. Ça sert à rien d'essayer de faire de la production de JavaScript avec autre chose que Node.js, c'est vraiment beaucoup trop risqué. Voilà, ce sera tout. Est-ce que vous avez des questions ? Du coup, tu as des cas d'usage où on peut l'utiliser en développement ou même d'autres cas où ce serait pratique de l'utiliser justement? Comme j'ai dit, si tu as des projets perso, un peu comme ce que fait Eric chez Surveyform, voilà, si tu veux faire de l'expérimentation sur des projets perso ou open source, des trucs où tu n'as pas de la production, où tu n'as pas besoin de... Enfin, tu ne fais pas reposer ton business dessus, oui, tu peux l'utiliser pour le packaging, pour les tests, pour lancer aussi le serveur de dev, ce genre de choses, pas de souci. Par contre, la production, vraiment, encore une fois, je pense qu'il ne faut pas utiliser Bun. Mais voilà, sur tes trucs perso, le test, l'exécution des scripts, le packaging, Ouais, ok. moi au boulot, je l'utilise pour lancer mes scripts et pour installer mes packages. Alors c'est un peu chiant parce qu'avant de pousser, je suis obligé quand même de faire yarn install pour mettre à jour le yarn.lock. Mais sinon, au moins, quand je bosse en local, c'est beaucoup plus rapide d'installer les packages. Et quand je lance mes scripts, c'est aussi, enfin, c'est instantané, quoi. Donc c'est vraiment un confort d'utilisation que j'ai, que j'aurais pas forcément. Ok, j'avoue pour les scripts, ça peut être vraiment pas mal. Pour les scripts, ouais. Ok, merci. Merci à toi. Je pense que tout le monde a faim.
Ok, bon, on s'arrête là. Ah, si. Tu commences, toi. C'est pas tellement une question, c'est plus une remarque à propos du bus factor. Donc déjà, merci pour le talk parce que moi, Ben, ça m'intéressait pas mal. Et du coup, c'est bien d'avoir un retour comme ça avec tout l'écosystème et tout. Ça t'intéresse toujours? Là, personnellement, je pense que je partirais juste sur un ES build en dev et Node.js en back parce que du coup, si juste pour redéployer, il faut refaire le switch, c'est pas tellement pratique en fait. Concernant le bus factor, la notion d'une seule personne dev tout l'écosystème, en fait, en JS, c'est souvent le cas. En fait, la plupart des grosses libs de JS, c'est souvent une seule personne. Je vais prendre l'exemple de D3, que beaucoup de gens connaissent peut-être, qui est la librairie graphique qui domine presque le marché de la visualisation en JS. Bah, il y a Mike Bostock et le deuxième, il doit être à 5% de participation sur le commit. Donc si Mike Bostock il disparaît, c'est pareil. Exactement. Et Enfin, voilà. Et notamment, il y avait eu aussi une polémique avec CoreJS où le mec a fini en prison. Et du coup, en fait, le projet s'est effondré, quoi. c'est une très bonne remarque. Et oui, c'est vrai que la majorité des bibliothèques JavaScript sont maintenues par un seul mec dans son garage. D'ailleurs, c'est pour ça que je déconseille d'installer n'importe quel package sur NPM. Enfin, la vraie question que tu devrais te poser, c'est à chaque fois que tu installes un package, c'est est-ce que tu as envie de dépendre du code de ce mec-là, enfin de cette personne? Et souvent la réponse est non, hein, en vrai. Et tant que tu peux faire des choses, alors ça dépend, faut pas non plus tout le temps réinventer la roue, mais moi je préfère être, pour avoir maintenu un projet pendant longtemps, et tu vois, avec une V1, une V2, faut les maintenir en parallèle avec des LTS, etc., un gros projet open source, ça m'a un peu vacciné sur l'utilisation des packages open source de l'écosystème JS, parce que souvent on a eu ce problème, tout d'un coup le paquet n'est plus mis à jour. Et puis du coup, nous on se retrouve avec ce truc-là dans notre base de code, et vu qu'il n'y a plus de mise à jour, les failles de sécurité s'accumulent, les bugs tout court s'accumulent, ou alors ça ne suit plus des nouveaux standards, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, on s'assoit, on se dit, bon, bah là, il faut prendre un mois pour sortir ce truc-là et faire autre chose à la place. Donc voilà, il y a toujours ce côté... Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de librairies qui sont écrites par un seul mec, ouais. Et c'est pour ça que je conseille de ne pas forcément avoir des centaines de paquets dans son package.json. Vraiment le strict minimum. Ou alors ne pas faire de JS. Mais après, la plupart des écosystèmes ont quand même le même problème, hein. Enfin, en gros, tu as des gens qui écrivent une lib dans leur coin et ils la publient, tout le monde l'utilise, ça devient le standard. Et un jour, ce mec-là arrête parce qu'il en a marre et puis du coup, tout le monde tombe, quoi. Merci pour ta question. Ouais, merci. Merci. Merci, Adrien.